Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une affaire qui s'est déroulée dans les années 70-80, donc j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like ou vous abonnant à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Patricia Colombo. Le jeudi 6 mai 1976, un véhicule couleur marron, une Ford Thunderbird de 1972, est repéré stationné au 140 South Whipple dans l'ouest de Chicago. L'agent qui répond au rapport du véhicule suspect arrive vers 2 h du matin et note que la voiture a un autocollant Elk Grove Village sur la fenêtre avant. De plus, il remarque que la fenêtre avant droite a été brisée et recouverte d'un morceau de carton. Toutefois, le véhicule n'a pas été dépouillé pour autant, bien que le policier pense que la voiture ait été volée par des amateurs. Cependant, un relevé de cette Ford montre que la voiture n'a pas été signalée volée et qu'elle est même immatriculée auprès d'un certain Frank Colombo, résidant à Elk Grove Village, une banlieue à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Chicago. Ce village, ayant été dans le passé le foyer d'agriculteurs et d'immigrants allemands, Elk Grove s'est finalement développé en une communauté résidentielle. Son trajet facile et rapide vers l'aéroport international OR aide au nombre croissant d'habitants qui a doublé dans les années 60. Ainsi, le village lui-même a continué à se développer avec de nouveaux logements, de nouvelles routes, de nouvelles écoles ainsi que de nouvelles entreprises. La croissance s'est poursuivie tout au long des années 70 et 80 et finalement, Elk Grove Village abrite le plus grand parc d'affaires consolidé d'Amérique du Nord. En 1976, cette ville est donc considérée comme un refuge contre le crime qui afflige des villes comme Chicago à cette époque. Frank Colombo, le propriétaire de la voiture abandonnée à Chicago, est un vendeur de pièces automobiles à succès, et l'agent de police tente alors de téléphoner à la résidence Colombo plusieurs fois au cours de l'heure suivante, mais n'obtient que le bip insistant que l'on entend lorsque le téléphone sonne occupé. Après ces multiples appels en vain, le policier décide finalement de transmettre l'information au service de police d'Elk Grove. Le lendemain, soit le vendredi 7 mai, aux alentours de 16h45, un officier est envoyé à la maison de Frank Colombo au 55 Brentwood pour y informer les occupants que leur voiture avait été retrouvée la veille dans la ville de Chicago. Ce qui semble tout de même assez étrange. Cependant, dès son arrivée, l'agent de police se met immédiatement en alerte en voyant 3 jours de journaux rassemblés devant le porche. En s'avançant, il se rend compte que la porte tempête, je vous montre en image que c'est pour les francophones, était fermée mais qu'elle est déverrouillée et que la porte d'entrée quant à elle est entrouverte. Bien que suspect, il frappe tout de même à la porte au cas où il y ait quelqu'un à l'intérieur, mais ne reçoit évidemment aucune réponse à ses coups, si ce n'est le bruit d'un chien qui aboie de l'intérieur. Il décide alors d'appeler le service de police pour avoir un renfort avec lui, et en attendant, il marche autour de la maison, notant non seulement les journaux et le courrier qui s'est empilé au fil des jours, mais aussi le fait qu'il n'y a pas de voiture dans l'allée ou encore même dans le garage. Toutes les fenêtres et les portes semblent intactes et sécurisées, à l'exception donc de cette porte d'entrée. Lorsque le policier en renfort est arrivé, les 2 hommes sont entrés dans la résidence des Colombo. Et très rapidement, à l'intérieur de cette demeure, les policiers retrouvent Frank Colombo, âgé alors de 43 ans, dans le salon de la famille. Le quarantenaire est allongé sur le dos, vêtu d'un t-shirt, d'un pantalon à carreaux ainsi que des chaussettes, entouré de verres brisés ainsi que d'un abat-jour déchiré et sanglant à proximité. Ils comprennent rapidement que l'homme est malheureusement mort depuis plusieurs jours. En avançant, ils tombent sur Mary, une femme de 40 ans, qui est retrouvée allongée sur le dos sur le palier à l'extérieur de la salle de bain.
La femme présente une blessure par balle juste entre les deux yeux, ainsi qu'une marque d'environ 3 cm sur sa gorge. Une partie d'une plante de fougère artificielle ainsi qu'un magazine ensanglanté se trouvent à côté de son corps, ainsi que du verre brisé et des perles qui sont éparpillées tout autour de sa tête. Les agents immédiatement font appel à une unité d'enquête ainsi qu'à des techniciens de la scientifique pour venir relever les preuves de ces assassinats. Vers 17 h, l'enquêteur Raymond Rose du service de police d'Elk Grove devient le premier enquêteur à arriver sur les lieux. Il voit donc les corps de Frank et de Mary Colombo et note directement que Mary portait toujours sa grande bague en diamant sur sa main gauche. Son sac à main est également retrouvé dans la salle de bain avec tout son contenu sur le sol, ainsi qu'un étui à cigarettes et un cendrier. Raymond Rose trouve 4 dents humaines par terre entre le haut de l'escalier et le mur, déduisant alors qu'il y a sûrement eu une lutte lors de ce terrible drame. En continuant de fouiller la maison, malheureusement, il tombe sur un autre corps. Ce n'est donc pas un double meurtre, mais un triple meurtre auquel les policiers ont affaire ce jour-là. Dans sa chambre se trouve un jeune adolescent âgé de 13 ans, Michael Colombo. Celui-ci est allongé sur le dos, sur le sol, vêtu d'un t-shirt blanc et d'un pantalon de survêtement bleu. Sa tête est complètement ensanglantée et il semble avoir une blessure par balle sur le côté gauche ainsi qu'une blessure par balle dans le dos. Il présente également une multitude de coups de couteau au niveau de son cou et de sa poitrine. Une paire de ciseaux plaqués or avec des lames croisées est également trouvée sur son bureau, ainsi qu'un trophée de bowling en marbre trouvé à côté de son corps. Ces deux objets sont complètement ensanglantés et ont sûrement été utilisés pour battre l'enfant. L'agent Raymond Rose continue alors d'explorer la maison et trouve un magazine froissé ensanglanté, des pièces de monnaie éparpillées, des perles ainsi que des portions de fougères artificielles sur le sol. Dans la cuisine, il remarque que les orties ont été jetées sur le sol qui présentaient également des traces de sang. L'une des armoires est ouverte, le téléphone n'est pas dans le combiné, raison pour laquelle d'ailleurs elle sonnait occupée, et un annuaire téléphonique personnel est ouvert sur une page sur laquelle est écrit le nom et le numéro de l'enfant aîné du couple Colombo. En montant à l'étage, il remarque que dans la chambre principale, les couvertures sont retirées, comme si finalement quelqu'un se préparait à se coucher avant que le massacre n'arrive, mais puisque les draps sont restés lisses, ils indiquent que personne n'a pu dormir là. Tout dans cette maison où pourtant s'est produit l'horreur semblait relativement ordonné, même s'il y a eu un petit peu de saccage, et il y a d'ailleurs toujours le réveil qui continue de sonner depuis 9 h du matin. À l'extérieur de la maison, un couteau de 22 cm gît à côté de la pente qui mène jusqu'au domicile, avec un couteau à steak qui a également été retrouvé dans le jardin. L'enquêteur remarque très rapidement que ce massacre n'est pas du tout lié à un cambriolage, puisque en effet, tous les objets de valeur sont présents et bien visibles, et que personne n'avait tenté d'ouvrir le coffre-fort mural qui pourtant contenait 5000 $. Et franchement, ce n'est pas rien. Pour la police, les objets de valeur laissés derrière l'assaillant, les fenêtres qui sont intactes, la porte arrière qui est verrouillée, les lignes téléphoniques qui ne sont pas coupées, et le fait que la porte d'entrée ne montre aucune effraction, montrent que la personne qui a commis ces horreurs connaissait très probablement la famille Colombo. Évidemment, l'arrivée des voitures de police, des détectives, ainsi que les grosses bandeaux jaunes de la police qui entourent la scène de crime a suscité tout l'intérêt du quartier qui n'a pas du tout l'habitude que de telles choses se produisent près de chez eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont déménagé dans cette petite ville. Et dans toutes ces personnes, tout le monde se pose une question. Où se trouve Patricia Colombo, l'enfant aîné du couple, qui vient d'être justement assassiné, âgé de 19 ans et qui n'est visiblement pas présent dans la maison. Les policiers ont alors contacté et convoqué Patricia, que tout le monde appelle Patty, pour savoir si elle a des informations concernant le ou les assassins de sa famille. Patricia se rend alors au poste de police de son plein gré et son comportement est assez inhabituel aux yeux des policiers. Bien que l'on sait que chacun réagit différemment et à sa manière face à la mort et aux tragédies de la vie, certains vont pleurer énormément, d'autres vont être dans le déni, Patricia ne semblait pas spécialement bouleversée quant à la perte de ses 2 parents et de son petit frère. Et directement, elle donne même aux policiers ce qu'elle considère comme une piste à suivre, les liens qu'entretient son père Frank. Selon la jeune femme, et unique survivante au massacre de la famille Colombo,
Son père, Frank, dirigeait un magasin de revente pour les voitures volées derrière le magasin de pièces automobiles et c'est ce qui aurait probablement conduit au meurtre. Donc grosso modo, son magasin de pièces automobiles n'était qu'une couverture selon elle, puisque en fin de compte, son fonds de commerce était la revente de voitures volées. Les détectives prennent consciencieusement note de son histoire, mais notent également d'autres détails, notamment le fait que, selon leur ressenti, la jeune femme de 19 ans flirte ouvertement avec les officiers et qu'elle est habillée, à leurs yeux bien sûr, de manière plutôt séduisante. Le lendemain, le samedi 8 mai, le médecin légiste en chef du comté de Cook effectue donc une autopsie sur les corps de Mary, Frank et Michael. Le corps de Frank contient des lacérations irrégulières d'un objet émoussé, probablement une lourde lampe en cristal selon le médecin, ou encore le trophée de bowling trouvé près du corps de l'adolescent de 13 ans. Frank a également subi 4 blessures par balle, une de chaque côté de son visage, une sur la lèvre inférieure et une derrière son oreille gauche. Toutes ces blessures sont sans compter des coupures probablement faites au couteau et qui lui manquent 4 dents, celles retrouvées par l'agent Raymond Rose près des escaliers. L'assassin s'est donc visiblement déchaîné sur cet homme et avait probablement un affect avec celui-ci. Mary Colombo, quant à elle, est morte de sa blessure par balle entre les yeux. Selon le médecin, soit elle est morte au moment où son corps a heurté le sol, ou alors lorsque sa gorge a été tranchée à même le sol. Concernant le jeune Michael, celui-ci est mort après avoir reçu une balle à bout portant dans la tête, et après avoir été abattu, son assaillant l'a frappé avec un instrument lourd avant que son cou ainsi que sa poitrine ne soient poignardés plus de 90 fois, ce qui est vraiment énorme, d'autant de s'acharner sur le corps d'un jeune garçon qui est déjà décédé. Le médecin légiste estime que les blessures par couteau sont d'une profondeur telle que, selon lui, cela indique que ce serait une femme qui les aurait causées. D'ailleurs, un seul et unique cheveu étranger a pu être récupéré sur le t-shirt de Michael au moment de son autopsie, et évidemment, des analyses ont été faites, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Sur la base du contenu de l'estomac de la famille ainsi que l'absence de rigidité cadavérique des corps, le médecin légiste a estimé que ces 3 personnes étaient mortes entre 23h le 4 mai 1976 et 1h du matin, donc le 5 mai. Au moment où les autopsies ont été effectuées, le technicien de service de police d'Elk Grove a ouvert le coffre de la voiture qui avait été retrouvée de Frank Colombo, la Ford Thunderbird. Il a noté alors qu'il avait des taches qui étaient marron foncé ou alors un rouge très foncé, un petit peu comme du sang séché, sur le tronc de la voiture, visible à environ 1,50 m de distance, et que les taches auraient donc pu provenir soit des taches de graisse, qui est possible dans un véhicule, ou alors des taches de sang. Malheureusement, ces taches étant contaminées, elles n'ont pas pu être analysées. Cependant, des empreintes de mains sont également trouvées sur le garde-boue ainsi que dans le coffre de la voiture. Ces empreintes proviennent de la main gauche d'une personne à qui il manque un index gauche ou dont l'index ne fait pas d'impression. Du verre est également récupéré sur le sol de l'intérieur de la voiture ainsi que des sacs à emporter d'un fast-food, une boîte blanche sur le siège arrière ainsi que des tiges de plantes artificielles ensanglantées similaires à celles des fougères qui étaient trouvées près du corps de Mary. Lorsque les fragments de verre ont été analysés à l'aide d'une méthode de réfraction, il a été déterminé qu'ils pouvaient provenir de la base de lampe cassée trouvée sur le sol du salon des Colombo. Un petit peu plus tard, toujours le même jour, le samedi 8 mai, à moins de 8 km d'Elk Grove, un policier de Wooddale, répondant au téléscripteur concernant la voiture manquante de Mary Colombo, a localisé le véhicule dans le parking d'un complexe d'immeubles. Il n'y a pas eu de dommages ou de vols sur ce véhicule et rien ne semble avoir été déplacé. Alors évidemment, une petite enquête de voisinage a été faite et un résident du complexe de la copropriété a par la suite déclaré que lorsqu'il est parti au travail vers 5h30 le 5 mai, il n'y avait pas de voiture garée sur la place à côté de la sienne, mais que lorsqu'il est rentré chez lui vers 17h30, le véhicule était présent. Alors évidemment, la voiture de Mary a été examinée et 5 empreintes digitales ont été récupérées ainsi que 2 types différents de mégots de cigarettes du cendrier et une couverture bleue sur la banquette arrière. Une partie de la doublure du toit présente également des taches rouges et a été enlevée. Donc j'espère que vous arrivez à me suivre parce que comme vous le voyez, dès le départ, donc dès le lendemain finalement, il y a déjà énormément de preuves qui commencent à être
accablante pour ceux qui seront finalement désignés concernant ces meurtres. 2 jours s'écoulent et nous arrivons alors au lundi 10 mai 1976 et des funérailles ont lieu pour enterrer les corps de Frank, Mary et Michael Colombo. Comme c'est la procédure opérationnelle standard dans une enquête pour homicide, les détectives prévoient d'y assister avec cette fois-ci un petit changement mineur comparé aux autres enquêtes dont ils ont l'habitude de traiter. Remarquant à quel point Patricia, la seule et unique survivante finalement de cette famille, s'était montrée coquette avec les officiers lors de son interrogatoire, il décide d'y envoyer un jeune et bel officier qui pourrait éventuellement séduire la jeune femme. Bien que Patricia sera à l'enterrement en compagnie de son petit ami, un homme bien plus âgé du nom de Frank DeLuca, lors du service funéraire, celui-ci s'est assis seul sur le côté pendant que Patricia flirte ouvertement avec ce policier. La jeune femme est si effrontée avec le policier que même ses grands-parents, qui avaient entendu parler de son petit ami, mais ne l'avaient malheureusement jamais rencontré, ont supposé que ce policier était le petit ami de leur petite fille. Quant au frère aîné de Frank Colombo, qui ne vivait qu'à un seul pâté de maison de la résidence de son frère, c'est rappelé que lui et Patricia se sont disputés sur le désir de la jeune femme de faire incinérer sa famille, ce qui va directement à l'encontre des croyances catholiques de sa famille, et qu'à la veillée, Patricia ne pleurait même pas. Mais ça encore à la limite, j'ai envie de dire que chacun réagit différemment face à la mort. À l'extérieur de l'église, la jeune femme sourit, elle rigole, fait quelques blagues, puis une fois à l'intérieur, elle se jette en pleurant sur les cercueils qui contiennent les corps de sa famille. Cercueils qui sont évidemment fermés en raison des dommages qui leur ont été affligés lors de l'assaut, fort heureusement. Et donc, en dehors du flirt de celle-ci avec l'officier, son comportement envoie de graves signaux d'alarme aux détectives qui ne sont pas à leur première enquête. Ce sont des détectives chevronnés qui savent ce qu'ils font, et ils sentent que quelque chose de louche se passe et que cette femme cache sûrement quelque chose. Concernant l'affaire, les policiers donc continuent de vérifier la suggestion de la jeune femme selon laquelle Frank Colombo avait des liens avec des voitures volées, des choses plus ou moins illégales, mais les policiers n'ont rien trouvé pour le lier à ce trafic ou à toute activité illicite. Après ça, ils décident donc plutôt de se concentrer sur la jeune femme qui leur semble, comme je vous l'ai dit, un petit peu étrange et qui pourrait potentiellement cacher des choses. Patricia Colombo est la première enfant de Frank et Mary et était d'ailleurs la prunelle des yeux de Frank, l'appelant toujours princesse et la traitant d'ailleurs comme telle depuis sa naissance. Patricia a été le centre du monde de ses parents jusqu'à l'âge de ses 6 ans, lorsque son jeune frère, Michael, est né. Bien que certains membres de la famille et que certains amis affirment que Patricia a toujours été très attentionnée et maternelle envers son jeune frère, d'autres prétendent au contraire qu'elle était très jalouse et rancunière quant à l'attention que Frank accordait à son fils unique. Au moment où elle a atteint l'adolescence, la jeune Patricia, qui était une très jolie fille, faisait facilement tourner la tête des garçons et des hommes, et elle aimait énormément en jouer. Elle était connue pour être un petit peu sauvage selon les dires de certains, et également étant une jeune femme très désinhibée. Elle était également têtue, comme le montre sa décision d'abandonner l'école à l'âge de 16 ans, et ayant eu quelques problèmes avec la justice. Elle a volé la carte de crédit et le portefeuille de 2 de ses collègues de Walgreens, où elle travaillait au comptoir de cosmétiques, et a accumulé des milliers de dollars de frais. Bien que son père ait fait un dédommagement et payé le montant, en juillet 1974, elle a été reconnue coupable de pratiques trompeuses et condamnée à 2 ans de probation qu'elle était d'ailleurs encore au moment des meurtres de toute sa famille, puisque c'est en 1976 que ça s'est passé, qu'elle a été condamnée en 1974 et que à quelques mois près, sa probation aurait été finie. Et donc c'est dans la période de tous ces vols, et la période notamment où elle travaillait à Walgreens, que Patricia, qui était donc âgée de 16 ans, a rencontré Frank DeLuca. L'homme est diplômé de l'université de Purdue avec un diplôme de pharmacien et travaille chez Walgreens depuis l'année 1961. Il a d'ailleurs été promu manager au moment où il a rencontré Patricia en 1972, alors qu'il était âgé de 36 ans. À cette époque, Frank était marié, père de 5 enfants, mais à la fervente réputation dans toute la ville
d'être un homme à femme infidèle. Patricia, qui était âgée de 16 ans, donc 20 ans de moins que Frank DeLucia, n'était pas la première employée de Walgreens avec laquelle l'homme a une liaison, bien qu'elle aurait été la plus jeune de ses maîtresses. Patricia était ok pour avoir une relation ouverte avec Frank, qu'il ait des relations donc avec d'autres femmes, et adorait d'ailleurs que celui-ci la photographie ou alors filme encore leurs ébats. Évidemment, aucun des deux parents de l'adolescent n'était au courant de la relation illicite entre leur fille et son patron, et c'est pour cette raison que Patricia a décidé de quitter le foyer familial en 1974 pour vivre dans la maison de famille de Frank DeLucia, semblerait-il avec la bénédiction de Frank et Mary, ses parents. Je précise pour ceux à qui ça n'a pas fait tilt, mais lorsque Patty a déménagé chez son amant, la femme de celui-ci ainsi que leurs enfants y vivaient encore, puisque Frank est marié à Marilyn DeLucia. Dans cette maison familiale, invraisemblablement, Frank et l'adolescente ont continué leur liaison, se livrant à des actes sexuels, pendant que Marilyn DeLucia et les enfants étaient soit dans une autre pièce, ou dans la cour, ou juste partis faire un tour. C'est complètement irrespectueux et faut avoir un sacré culot, une sacrée audace pour faire ce genre de choses. À un moment donné, les parents de Patricia ont découvert que celle-ci était impliquée non seulement avec un homme de près du double de son âge, qui était marié et qui avait des enfants, mais qui plus est avait la réputation d'être un homme à femme infidèle et échangiste. Inutile de dire que Frank Colombo était naturellement contrarié et désapprouvait totalement cette relation. Patricia a vécu chez son amant Frank DeLucia et sa famille pendant environ 1 an, avant finalement de rentrer chez elle pendant l'été 1975, racontant à son père qu'elle en avait fini avec son amant. Frank était probablement ravi que cette liaison soit enfin terminée, bien que finalement sa fille lui ait menti. Elle n'a pas dit à ses parents que non seulement elle était toujours très impliquée dans cette relation, mais que Frank DeLucia et sa femme s'étaient séparés. Le père de Patricia, qui pensait donc que sa fille en avait enfin fini avec son amant, l'a aidé tout naturellement en tant que papa à trouver un appartement dans la ville de Lombard et qu'il a d'ailleurs accepté de payer le loyer mensuel de sa fille. Inutile de dire qu'il était bien moins enthousiaste et heureux lorsqu'il a découvert que non seulement Patricia voyait toujours son amant, mais que l'appartement pour lequel il payait le loyer tous les mois était le cocon du couple, puisque son amant, Frank DeLucia, avait immédiatement emménagé avec sa fille. Et bon, histoire que l'on ne confonde pas entre Frank père et Frank l'amant, on appellera Frank DeLucia par son nom de famille, parce que j'ai peur de faire une bourde et qu'à un moment je dise Frank et que finalement vous ne savez pas de quel Frank je parle. Donc il y a Frank, le père de Patricia, et on va appeler Frank DeLucia simplement DeLucia, comme ça au moins vous savez de qui je parle. En août 1975, 1 mois avant que Marilyn DeLucia ne demande le divorce, Frank a approché sa fille et DeLucia dans le parking des Walgreens où DeLucia travaillait, ordonnant à celui-ci de laisser Patty seule. Une violente confrontation s'en est suivie lorsque, selon DeLucia, Frank a pointé un fusil sur la tête de celui-ci, lui hurlant dessus qu'il va lui faire sauter la tête. Lorsque l'amant s'est accroupi, Frank l'a frappé au niveau de la mâchoire avec le bout du fusil, renversant alors complètement DeLucia au sol. Lorsque celui-ci a commencé à se relever de ce coup et de sa chute, Frank l'a frappé de nouveau avec la crosse du fusil, mais cette fois-ci au niveau de l'estomac. L'homme a affirmé que Frank lui avait alors dit qu'il était mort, suivi de jolis mots doux et tendres que je ne vais évidemment pas vous citer ici. Patricia a déposé une plainte et a fait accuser son père de voies de fait, qui a été arrêté et jeté en prison, mais heureusement la jeune femme a rapidement retiré sa plainte. Apparemment, cependant, une fois sorti de sa cellule, Frank aurait fait des plans et des démarches pour renier totalement Patty, sa fille, puisque lui il essaye de faire son maximum pour elle, il l'a toujours soutenue dans tous ses choix, dans toutes ses actions, il lui a trouvé un appartement, lui paye son appartement pour que celle-ci finalement y invite son amant qui vient vivre avec, alors qu'elle savait très bien que son père désapprouvait totalement cette relation, et en plus de ça, elle porte plainte contre lui. Donc pour lui, ça en est trop, il ne cherche pas plus loin, il ne veut pas en savoir plus, il décide de faire tout son possible pour renier la jeune fille. C'est alors que la famille Colombo ont apparemment eu peu, voire pas du tout de contact avec Patty jusqu'à la fin de l'hiver,
ou jusqu'au début du printemps 1976, on ne sait pas exactement, lorsque Patty et DeLucia ont annoncé qu'ils prévoyaient de se marier. Comme le divorce de DeLucia serait finalisé à la fin du mois de mai 1976, le couple a déclaré qu'ils allaient se marier au mois de juin. Selon DeLucia, les Colombo avaient accepté la relation, finalement, une fois qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient se marier, et allaient même leur offrir une nouvelle machine à laver ainsi qu'un sèche-linge comme cadeau de mariage. Donc, finalement, les choses semblaient plus ou moins s'arranger entre les parents de Patricia et elle et son amant. Le 12 mai 1976, les empreintes digitales de Patricia Colombo et Frank DeLucia ont été prises. Il a été remarqué et noté qu'il manquait à DeLucia l'index et le bout de son majeur sur sa main gauche. Aucune entaille ou croûte n'a cependant été remarquée sur ses mains ou sur celle de Patricia, et 2 jours plus tard, sur le 14 mai, les détectives ont parlé à Lanyon Laney Mitchell, que l'on va appeler tout le long Laney, âgé de 25 ans, qui était un jeune homme qui avait beaucoup d'informations sur le couple Patricia et DeLucia et qui était d'ailleurs extrêmement bavard. Parce que effectivement, les policiers ont fait leur petite enquête et très rapidement ils ont découvert qui étaient les proches entre guillemets du couple et ils sont donc tombés sur ce fameux Laney Mitchell. Laney est un vendeur de voitures qui avait rencontré la jeune femme pour la première fois en septembre 1975 par l'intermédiaire de l'un de ses amis. Le jeune homme explique aux policiers qu'il avait offert de l'argent à Patty pour sortir avec l'un de ses amis, Roman Sobzieski, âgé de 34 ans. La jeune femme lui aurait expliqué qu'elle vivait avec son petit ami, mais bon, qu'effectivement elle avait besoin d'un petit peu d'argent, donc pourquoi pas. Elle a également mentionné que son père avait frappé son petit ami à la tête avec une crosse de fusil, et elle expliquait plus ou moins tous les problèmes qu'elle avait avec son père, et le décrivait vraiment d'une manière très négative et néfaste. Sous la pression que Laney pouvait être un petit peu un bad boy, quelqu'un qui était capable de faire des choses vraiment illégales et hors la loi et prêt à tout pour de l'argent, eh bien Patty a discuté avec eux de l'animosité entre DeLucia et ses parents et a exprimé le désir de les faire tuer. Laney lui a alors dit qu'il le ferait pour $10,000 par personne, soit un total de $20,000 puisqu'elle voulait tuer ses 2 parents. Il a rapidement assuré aux détectives qu'il n'avait évidemment jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit, mais qu'il essayait simplement d'impressionner la jeune femme afin de pouvoir avoir des relations sexuelles avec elle. Simplement, je trouve pas ça très correct, mais bon, soit, nous sommes pas là pour discuter de ça. Selon le jeune homme, Patty l'a appelé plusieurs fois tout au long du mois d'octobre 1975, voulant savoir quand il allait tuer ses parents. Celui-ci a fini par lui demander un aperçu des activités et des horaires de ses parents afin de repousser l'échéance, et en retour, la jeune femme lui a fourni des plans d'étage de la maison de sa famille. Elle a informé d'ailleurs du coffre-fort mural, des téléviseurs, de la radio, des fourrures et des diamants que possédait la famille pour lui montrer que voilà, il y a de l'argent à se faire là-bas, donc si t'en as besoin, vas-y et tu auras de l'argent. Évidemment, le temps passe, aucun meurtre n'est commis, et dès le mois de novembre, celle-ci exigeait à nouveau de savoir quand les meurtres auraient lieu. Selon Laney, elle voulait qu'il soit fait autour de la période de Noël, comme une sorte de cadeau complètement dément pour elle-même. Super le cadeau de Noël. Roman, qui avait été informé du contrat par un appel téléphonique de Laney, a exigé de l'argent en avance pour continuer leur plan machiavélique. La jeune femme lui a dit que l'argent pour le paiement viendrait après les meurtres d'une police d'assurance qu'elle recevrait une fois que ses parents auraient été décédés. Parce que même si son père Frank avait fait en sorte de renier sa fille, eh bien ce sont des démarches qui prennent un petit peu de temps, et bien elle pouvait toujours prétendre à avoir les assurances vie de ses parents. Entre-temps, cependant, à défaut d'avoir de l'argent à leur donner pour l'instant, elle leur a proposé des relations intimes en échange et les 2 hommes ont accepté. Après leur rencontre sexuelle, Patty a donné à Laney des photos de sa famille et de ce qui équivalait à un dossier de leurs activités pour qu'ils sachent plus ou moins quand se rendre dans cette maison et quand pouvoir les tuer. Au début du mois de décembre, le jeune homme a accompagné Patricia à la résidence familiale de celle-ci. Pendant que la jeune femme discutait avec eux, eh bien lui devait venir afin de les assassiner. Et de plus, eh bien ça pouvait
permettre à Patricia d'avoir un alibi puisque bien elle était sur place, probablement ils avaient prévu de se donner 2-3 coups afin que ça semble correct, enfin réaliste du moins, et elle aurait été tirée d'affaire de son côté, aurait pu avoir l'assurance vie et donner de l'argent donc à ses tueurs à gages. Mais lorsque Mary a répondu à la porte, eh bien Laney de son côté a totalement paniqué, quittant la propriété et repartant à bord de son véhicule. Lorsque Patty l'a rejoint, elle lui a dit que elle et Mary s'étaient disputées encore une fois à propos de DeLucia et qu'elle voulait que ses parents soient tués cette nuit-là. Elle a expliqué qu'elle avait laissé une porte patio déverrouillée, donc la fameuse porte tempête, pour qu'ils puissent rentrer dans la maison. Mais bien finalement, encore une fois, rien n'a été fait. Un autre mois s'est écoulé, on est donc en janvier 1976, et Laney a expliqué à Roman que la jeune femme lui avait dit que son petit frère, âgé de 13 ans, Michael, allait devoir lui aussi être assassiné, parce qu'il pourrait éventuellement comprendre les choses en grandissant, se douter que c'était un complot de sa sœur, et donc être un frein dans leur plan machiavélique. Mais les semaines passent, encore une fois, et un petit peu plus tard, toujours au mois de janvier, Patty a informé Laney qu'elle avait, une fois de plus, laissé les portes tempêtes déverrouillées, et qu'elle et DeLucia devenaient tous les deux très anxieux et impatients qu'ils commettent les meurtres. Mais bien vous en doutez, encore une fois, le temps passe et nous arrivons à la mi-mars. Laney a finalement appelé la jeune femme et lui a posé des questions sur l'argent initial concernant ces meurtres. Celle-ci lui a répondu que ni elle ni DeLucia n'avaient d'argent et de nouveau interrogé Laney sur le moment où il comptait finalement enfin tuer ses parents. Puisque ça fait tout de même depuis le mois d'octobre qu'elle veut qu'il les tue, mais que rien n'a été fait, que ça tourne un petit peu en rond, qu'il parle d'argent, de le faire, de finalement ne pas le faire, bref, elle commence à en avoir un petit peu marre. Le jeune homme, dans son récit très intéressant aux policiers, réitère qu'il n'est pas du tout un tueur à gages et qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer Frank, Mary ou Michael Colombo. Il avait simplement, encore une fois, menti à Patty pour avoir du sexe et de l'argent. Les détectives, après ce récit rocambolesque de ce jeune homme, ont fait des recherches concernant Roman Sobieski, découvrant alors qu'il est un agent de recrutement pour le département du personnel du comté de Cook et que l'homme est marié et même père de 3 enfants. Bien qu'il ait été détenu au service de police d'Elk Grove jusqu'à 5 ou 6 heures le lendemain matin, il a refusé de parler et refuserait également de s'exprimer devant le grand jury. Donc cet homme, pour le moment, au niveau de l'enquête, ne sert pas à grand chose. Les policiers arrivent cependant à corroborer au moins une partie de la déclaration de Laney après avoir parlé à Caroline Tigret, qui est la sœur de Mary Colombo. Caroline se souvient d'avoir rendu visite à sa sœur à la fin de 1975 ou au début de 1976, et Patty s'était présentée en disant qu'elle était là pour ramasser quelque chose. Et finalement, la jeune femme est partie très peu de temps après, c'était vraiment une visite éclair, sans prendre quoi que ce soit avec elle. Toutefois, Mary a découvert que la porte coulissante en verre était verrouillée avant la visite de Patty, était finalement déverrouillée lorsque celle-ci est partie. Et elle a donc évidemment décidé de les sécuriser au cas où, mais c'est vrai que tout le monde avait trouvé ça louche. Et cela corrobore en partie ce que Laney disait, comme quoi à chaque fois elle allait chez ses parents, leur rendre visite, elle laissait tout le temps une porte ouverte dans le but que ceux-ci puissent entrer dans la maison et assassiner toute sa famille. Le 15 mai 1976, juste avant 7h du matin, 7 officiers du département du shérif du comté de Cook se sont rendus à l'appartement de Patty et DeLucia à Lombard avec un mandat de perquisition. Patty et DeLucia ont ensuite été arrêtés et accusés de complot, de sollicitation et de meurtre pour les cas de Frank, Mary et Michael Colombo. Bien que DeLucia ait été libérée le 17 mai, Patricia, elle, ne l'a pas du tout été. Le jour où elle a été amenée, elle a fait une déclaration écrite et orale admettant sa culpabilité d'avoir sollicité effectivement 2 hommes pour assassiner sa famille, mais a affirmé qu'elle ne savait rien des meurtres en eux-mêmes. Elle a d'ailleurs nié connaître Laney Mitchell, jusqu'à ce que finalement, on lui montre qu'il se trouvait actuellement dans une autre salle d'examen. Et là, elle s'est subitement rappelé qu'elle connaissait bel et bien Laney Mitchell, et même expliqué qu'elle ne pensait pas qu'il avait tué sa famille. Interrogée sur le dossier qu'elle avait fourni à Laney,
La jeune femme a affirmé qu'elle avait été forcée sous la menace d'une arme à feu de le faire, puis également forcée d'avoir des relations sexuelles avec lui. Évidemment, tout ceci a été prouvé que ça n'a clairement pas été fait sous la menace d'une arme à feu. Mais bon, la jeune femme continue son récit. Elle a affirmé qu'elle n'était pas allée voir les forces de l'ordre parce qu'elle pensait que la police finirait par découvrir elle-même toutes ces preuves. Elle a également déclaré à plusieurs reprises qu'elle craignait pour sa pauvre vie. Les jours passent et on arrive alors au 26 mai et Roman Sobieski s'est vu offrir l'immunité de l'État en échange d'avoir témoigné contre Patty ainsi que contre DeLucia. Et évidemment, après avoir accepté l'accord, il a parlé aux détectives du couple et leur a dit tout ce qu'il savait. Il a corroboré tout ce que Laney Mitchell a déclaré, ajoutant qu'il avait parlé à DeLucia lors d'un appel téléphonique au cours duquel celui-ci a affirmé que Frank et Michael Colombo devaient être assassinés. Le 17 juillet 1976, Frank DeLucia a été arrêté une fois de plus et jeté dans une prison du comté de Cook pour attendre son procès. Et l'homme n'a clairement pas été intelligent lorsque celui-ci s'est retrouvé en prison. Un détenu du nom de Clifford Childs est devenu son compagnon de cellule pendant les 6 mois suivants. Et selon Clifford, DeLucia s'était vanté d'avoir été le seul à trouver le plan parfait pour tuer la famille Colombo. Enfin, parfait, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été arrêtés, évidemment. Et qu'il avait personnellement tiré sur chaque membre de la famille lui-même. Le plan était apparemment qu'il y ait une réconciliation entre Patricia et ses parents, ce qui ouvrirait alors la voie à une réunion, un dîner qui a été organisé donc le soir du 4 mai. DeLucia a déclaré que cette réunion avait été programmée pour 20h, mais qu'il a délibérément retardé son arrivée jusqu'à 22h afin d'établir un alibi à Walgreens. C'était Frank Colombo qui avait répondu à la sonnette, qui a donc ouvert la porte, et lorsque celui-ci s'est retourné pour rentrer chez lui, il a commencé à monter les escaliers et DeLucia lui a tiré une balle à l'arrière de la tête avec un revolver de calibre 32. Il a ensuite tiré sur Mary, suite à quoi lui et Patty étaient allés dans la chambre de Michael où le garçon dormait tranquillement. Ils l'ont réveillé, l'ont forcé à se tenir debout, puis DeLucia lui a tiré une balle dans la tête. Pour donner l'impression qu'un vol avait eu lieu, la maison a été un petit peu saccagée et DeLucia a pris $150 en espèces, des bijoux et quelques petits appareils ménagers qu'il a mis dans le véhicule de Frank Colombo qui a été conduit dans un quartier ouest de Chicago, puis ils sont partis. Alors pourquoi ils ont pris la voiture et l'ont amené dans un quartier de Chicago? Tout simplement parce que c'est un quartier qui est considéré comme un quartier un petit peu chaud et DeLucia et Patty s'attendaient à ce que la voiture soit cambriolée, que le contenu soit volé puis retracé jusqu'au Colombo, consolidant alors le motif du vol, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement pour eux. DeLucia a dit à Clifford qu'il n'était pas dans la résidence Colombo depuis plus de 25 minutes et qu'il avait porté des gants allant jusqu'à se brûler l'index du gant gauche pour que ça les induise en erreur. Donc l'homme a donné tous les détails à son co-détenu, ce qui n'est clairement pas quelque chose de malin puisque Clifford a par la suite témoigné pour l'accusation en septembre 1976, déclarant que DeLucia lui a dit qu'il voulait que 2 témoins, tous 2 employés de Walgreens qui allaient témoigner contre lui, soient tués et voulait savoir si Clifford, par hasard, pouvait prendre des dispositions pour que cela soit fait. Le prisonnier qui allait être libéré peu de temps après a dit qu'il le ferait si DeLucia payait l'argent pour sa caution et que cela coûterait $10,000 par personne. DeLucia a donc payé la caution de cet homme pour que celui-ci soit libéré et puisse commettre ses meurtres, et a fourni à Clifford les descriptions physiques des témoins, dont l'un d'eux était une femme mariée qui avait eu une liaison avec DeLucia avant que celui-ci ne rencontre Patricia, et a donné également des instructions détaillées sur la façon de se rendre chez eux et des dossiers de leurs activités. L'ex-femme de DeLucia, Marilyn, devait renflouer Clifford d'argent et celui-ci enlèverait les 2 témoins, les tuerait, puis enterrerait les corps dans de la chaux quelque part dans l'Indiana. Le 25 novembre 1976, Marilyn DeLucia a envoyé 2 mandats postes totalant un peu plus de $3,400 à Clifford, puis $830 de plus car les 2 mandats n'étaient pas suffisants. Parce que oui, pour une raison inconnue, ça malheureusement ça n'a pas été détaillé dans tous les articles que j'ai trouvés, Marilyn a décidé d'aider Frank DeLucia, donc Marilyn est son ex-femme,
Probablement parce que celle-ci devait sûrement être encore amoureuse de lui et c'était sûrement pour elle une façon de pouvoir être de nouveau avec. Quoi qu'il en soit, le 24 février 1977, Marilyn DeLucia a pris Clifford en voiture et l'a conduit chez elle, où elle lui a donné $1 300 de plus en espèces, plus la voiture de DeLucia. Et comme Laney Mitchell et Roman Sobieski, Clifford Chad a expliqué aux policiers qu'il n'avait jamais prévu de tuer qui que ce soit, mais a déclaré qu'il jouait seulement de DeLucia pour un bénéfice financier. Et finalement, au-delà de tout l'argent qu'il s'est fait sur le dos de cet homme, il a en plus dénoncé celui-ci aux forces de l'ordre. Patricia Colombo et Frank DeLucia ont été jugés un peu plus d'1 an après les meurtres et ont choisi un procès par jury. Les preuves physiques et médico-légales combinées aux témoignages de Laney Mitchell, Roman Sobieski et Clifford Childs, ainsi que des 2 anciens collègues de DeLucia, qui ont déclaré les déclarations qu'il a faites sur les meurtres de la famille Colombo, ont garanti leur conviction. Le jury est revenu après seulement quelques heures de délibération, ça a été extrêmement rapide, en même temps, avec le nombre de preuves qu'il y avait et de témoins, je pense que c'est relativement facile de prendre une décision, et ils ont déclaré Patricia et Frank, tous les deux coupables de tous les chefs d'accusation qu'ils avaient sur le dos. Le juge Eugene Pincham a condamné Patricia Colombo et Frank DeLucia de 2 ans à 300 ans pour chacun des 3 chefs d'accusation de meurtre. De plus, sur la sollicitation de commettre un meurtre, Patricia et Frank ont été condamnés de 20 à 50 ans de prison supplémentaires. Mais finalement, le tribunal a statué que l'accusation de complot a fusionné en droit avec l'accusation de meurtre et qu'aucune peine n'a donc été imposée sur ce chef d'accusation. Et donc finalement, les 20 à 50 ans de prison supplémentaires sont finalement dans la peine de 200 à 300 ans de prison. Frank DeLucia a demandé appel le 25 juillet 1977, soit 1 mois après sa condamnation. Et le 8 août 1977, c'est Patricia qui a déposé une requête pour un nouveau procès. Le tribunal a évidemment rejeté les 2 requêtes. Ils ont ensuite tenté de refaire un appel qui a été rejeté en 1983. Frank DeLucia est envoyé au centre correctionnel de Dixon en octobre 1977 afin de purger sa peine. Après 1986, il n'a eu aucune infraction disciplinaire ni contravention, et en vertu de la loi de l'Illinois, lui, comme Patricia, est devenu admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé 12 ans de prison. Lors d'une audience de libération conditionnelle en mai 2014, DeLucia a déclaré à l'Illinois Prisoner Review Board qu'il ne s'attendait pas à être libéré sur parole et que ce que lui et Patricia ont fait était horrible et qu'il ne devrait jamais quitter la prison. À ce moment-là, la commission des libérations conditionnelles a noté qu'il était en mauvaise santé, qu'il avait des problèmes de hanche et de prostate et qu'il marchait avec une canne. Lorsque la libération conditionnelle a été refusée à l'époque, la commission de libération conditionnelle a écrit que la libération conditionnelle, désolé pour les répétitions, ne pouvait pas être soutenue en raison de la nature odieuse du crime qu'ils ont commis et que la libération conditionnelle pour Frank DeLucia déprécierait la gravité de l'infraction et favoriserait le manque de respect pour la loi. Frank DeLucia aura 85 ans en juin, il est toujours détenu et en vie. En 2020, son ancienne épouse Marilyn est décédée chez elle dans l'Illinois, laissant derrière elle leurs 5 enfants et 16 petits-enfants, qui n'ont visiblement aucun contact avec leur père. Patricia, de son côté, a été envoyée au centre correctionnel de Dwight en octobre 1977 pour y purger sa peine. 2 ans après le début de sa période en 1979, elle a été impliquée dans un programme de prostitution en prison dans lequel elle organisait des actes sexuels entre les détenus et les agents correctionnels. Rien que ça. Donc elle, jusqu'au bout, elle continue toutes ses infractions, puisque d'ailleurs, elle a également accumulé environ 20 infractions différentes, le dernier étant en 2014 pour de la contrebande non autorisée et en 2006 pour des mouvements non autorisés. Mais après ça, je vous rassure, elle a arrêté toutes ces bêtises entre guillemets et a décidé de se ranger du côté de la loi. La femme en prison a obtenu un diplôme en sciences de secrétariat, un diplôme en sciences appliquées en programmation informatique et un diplôme d'associé en art du Joliet Junior College en 1981.
En 1991, elle a obtenu un baccalauréat de l'Université d'État de l'Illinois. La jeune femme a fait énormément de formations et est même devenue professeure de lecture et de mathématiques de 1990 à 2006. Elle a également, pendant son incarcération, travaillé comme commis et programmeuse, comme secrétaire au bureau du placement et a aidé à développer le centre des médias de la prison. Comme vous le voyez, eh bien, cette femme a été très active lors de son incarcération et s'est montrée dévouée quant à ses multiples diplômes et au travail qu'elle a commis. Au fil des ans, Patty, qui préférait être appelée Tricia après son incarcération, a maintenu un groupe de sympathisants qui soumettaient des lettres parlant en son nom et de ses bonnes œuvres à chacune de ses audiences de libération conditionnelle. En 2011, en prévision d'une audience de libération conditionnelle, elle a été acceptée à Leslie Place, une maison de transition du côté ouest de Chicago qui abrite et aide les anciennes détenues à retourner dans la société. En 2013 ou 2014, on ne sait pas trop, avec la fermeture du centre correctionnel de Dwight, Patty a été transférée d'abord au centre correctionnel de Lincoln, puis au centre correctionnel de Logan. En 2014, elle a demandé la poursuite de son audience de libération conditionnelle car elle ne voulait pas quitter les détenus ayant des besoins spéciaux avec lesquels elle travaillait depuis de nombreuses années maintenant. La continuation a été refusée et la libération conditionnelle elle aussi refusée, avec la même note finalement que celle de Frank DeLucia. Accorder la libération conditionnelle déprécierait la gravité de l'infraction et favoriserait le manque de respect pour la loi. Patricia Colombo reste alors incarcérée au centre correctionnel de Logan et aura 67 ans au mois de juin. Sans libération conditionnelle, sa date de libération la plus proche possible est en 2116. On se doute bien évidemment que celle-ci sera décédée largement d'ici là. Cependant, la femme en prison continue d'insister sur le fait qu'elle a changé et avec Frank DeLucia, ils ne se sont pas vus forcément ni parlé depuis 1977. L'enquêteur Raymond Rose, qui avait 29 ans lorsqu'il a mis les pieds sur la propriété de Colombo en mai 1976, continue de s'opposer fermement à la libération de Frank DeLucia ou celle de Patricia Colombo. Et de son côté, il pense que c'est Frank qui a tiré sur les 3 victimes et que Patricia les a froidement poignardées. Le motif, à son avis, était celui de l'argent, mais malheureusement, eh bien, ni Frank ni Patricia n'ont réellement donné de motif quant aux actes odieux qu'ils ont commis. Et c'est donc tout pour l'affaire de Patricia Colombo et Frank DeLucia. J'espère que celle-ci vous aura intrigué et plu, et cette outro va être extrêmement courte puisque ça fait plus d'1 heure que je tourne, qu'il fait extrêmement chaud, que je suis sûrement devenu blanc ou pâle, j'ai la tête qui tourne, j'ai extrêmement faim. Je pense que je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes, donc je vais vite couper cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires concernant Patricia et Frank DeLucia. Pourquoi est-ce qu'ils auraient tué ces 3 personnes ? Moi, je pense effectivement que c'est possible que ce soit pour de l'argent et le fait que Frank n'avait pas accepté la relation entre Patricia et son amant a joué sur le fait que celle-ci, eh bien, voulait les assassiner. Quoi qu'il en soit, ça reste un acte totalement horrible et odieux et c'est bien, finalement, malgré tous les bonnes œuvres qu'elle a commises une fois qu'elle était en prison, qu'elle reste derrière les barreaux et qu'elle n'en sorte jamais. J'ai déjà hâte de lire tous vos commentaires concernant cette affaire. Encore merci à vous pour tout votre soutien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!